Alors, oui, Julie, comme tu le disais, nous, chez BAM, donc c'est la practice mobile du groupe Théodo. Euh, on est loin du monde des voitures et encore plus loin du monde des usines. Et donc, ça n'a pas été très facile de convaincre tout le monde chez BAM ou aussi dans ma vie perso que quand je suis partie le 4 mai 2023 pour le Japon, c'était pour un study trip. Donc, les gens ont commencé à me dire, mais study trip, quel est le rapport avec ta boîte? Je dis, bah, on va visiter des usines dans le monde de Toyota. Franchement, les gens comprenaient plus rien en disant, mais je croyais que tu faisais des applications mobiles. Qu'est-ce que tu vas aller visiter des usines au Japon? Raconte-nous et qu'est-ce que tu vas y faire? Euh, Déjà, la petite question que je voulais poser, c'était, évidemment, je reconnais dans la salle, mais qui parmi vous a déjà été au Japon sur le Gemba, dans les usines Toyota? Ok, donc il y a quand même quelques experts. J'espère que cette présentation va un peu résonner avec ce que vous avez pu voir. Euh, en- donc le voyage est tout frais, c'était en 2023. Ça permet aussi, je crois que c'était les premiers voyages depuis le Covid, où il y avait quand même eu une interruption assez longue, où le Japon était très compliqué d'accès. Et donc, pour ceux qui sont allés, vous allez reconnaître tout de suite la ville de Nagoya. Donc, tous ceux qui se demandaient un peu ce que j'allais faire au Japon, quand ils ont en plus compris que j'allais passer 5 jours à Nagoya, où généralement on passe 1 minute 30 en Shinkansen de Tokyo à Kyoto, et bah, tout le monde se demandait, ok, bon, franchement, elle a vrillé en fait. Le monde de la tech, ça lui a pas fait du bien. Elle va passer 5 jours dans la ville la moins attractive du Japon. Lost in Translation, c'était vraiment ça, à Nagoya. Mais alors, comme l'a introduit Julie, et puis comme ici, vous le savez sûrement, en fait, Nagoya, bah, c'est le berceau de Toyota. C'est là où la première usine a été implantée. Le passage obligé quand on arrive à Nagoya, et c'est ce qu'on a fait avec l'équipe le premier jour, c'est du coup le musée de Toyota. Donc, c'est là où Toyota nous raconte comment ils sont passés d'un acteur du textile au début du XXe siècle à aujourd'hui le plus grand constructeur automobile mondial. Euh, pour tous ceux qui ont oublié en arrivant, alors, ou en tout cas qui savaient que Toyota faisait des métiers à tisser et s'est construit et vient du métier à tisser, quand on a visité le musée, on ne peut plus oublier. En fait, sur les 2 heures, 2 heures et demie qu'on a passé au musée, sur les 10 000 mètres carrés du musée, il y a bien la moitié du musée qui montre non pas des voitures comme on pourrait s'y attendre, mais des métiers à tisser, des machines de l'époque et l'ensemble des innovations qui ont eu lieu dans les années où Toyota était un acteur du métier à tisser. Franchement, c'est frappant. Moi, je m'attendais à avoir un peu, à voir pour le show. En fait, c'est vraiment des pièces entières qui recense tous les métiers à tisser, chaque innovation par innovation, on va en reparler, euh, avant d'entrer dans la salle de fin, où là on voit les voitures avec toutes les différentes collections de voitures qu'ont pu, les produits en fait, et les machines qui permettent aujourd'hui de construire des voitures et d'être aussi performants que Toyota a pu l'être. Donc ma présentation, l'idée c'était de faire en 2 temps et les premiers insights que je voulais partager, c'était vraiment sur le musée Toyota. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce que Toyota cherche à nous montrer? Michael me racontait pendant le voyage, je crois, que c'était souvent d'ailleurs un tour que Toyota faisait faire aux nouveaux collaborateurs. Il y avait des journées qui étaient organisées pour bah, permettre le petit voyage qu'on a fait nous dans le musée et que s'imprégner de l'ensemble de l'histoire et de la culture que Toyota essaye de transmettre. Donc j'ai commencé à en parler, mais ce qui est vraiment frappant, ça c'est l'accueil, le hall d'accueil du musée Toyota. En fait, Toyota commence par nous montrer euh, une machine, et une machine dont ils, la machine dont ils sont le plus fiers, puisque c'est vraiment le hall d'accueil où c'est bienvenu. Et donc c'est la machine automatique loom circulaire qui a été inventée par Sakichi Toyoda en 1910 ou 15. Et celle-là, elle a été produite en 1930.
et où c'était vraiment l'innovation la plus aboutie dans le métier à tisser, juste avant, enfin en tout cas dans les dernières années où ils étaient vraiment pas encore sur la construction automobile ou au tout début de la construction automobile. Et c'est à travers cette machine euh, qu'ils arrivent à montrer la puissance de Toyota aujourd'hui, la puissance de l'innovation qu'ils ont apportée. Et donc ensuite, pendant toute une partie du musée, on comprend qu'en fait, la fierté de Toyota, avant de parler même de Lean, c'est leur capacité à s'intéresser à la machine et à la matière. On visite tout un laboratoire où ils nous remontent des unités des instruments de mesure, des instruments de mesure de la matière, où on comprend qu'en fait, il y a toute une partie des équipes avant dans les métiers à tisser, mais aujourd'hui dans les voitures, qui s'intéressent au métal, à la différence des matières premières à chaque fois qu'ils reçoivent de la matière première. Et c'est toute cette technologie qui cherche à comprendre, qui fait la force et qui est le berceau de la capacité à innover. Le deuxième insight, c'est aussi autour de la machine. Et bon, ce que je disais, il y a des quantités de métiers à tisser fascinants. Ce qui est encore plus fascinant, c'est pas qu'on en voit beaucoup, c'est que sur chaque métier à tisser, ils sont capables d'expliquer c'est quoi l'innovation sur celui-là par rapport à celui d'avant. Donc on est capable de retracer toute la courbe d'apprentissage sur chaque démonstration. Alors il y en a en plus où il y a des démos en live où ils arrivent à remontrer l'innovation, enfin, le refaire marcher et du coup nous montrer l'innovation en live. Donc c'est vraiment l'innovation se trouve dans l'évolution de la machine et en fait l'amélioration continue, ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, et bah, ça vient du fait qu'ils arrivent à retracer chaque petit détail, chaque petite étape de ce qui s'est passé, de comment ils ont amélioré, de qu'est-ce qu'ils ont changé. Et c'est ça dont ils sont très fiers, c'est ça qu'ils veulent montrer dans ce musée et donc dans le monde d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, le plus important, en fait, moi, je m'attendais, en arrivant au musée Toyota, à voir du management visuel, à voir des bacs rouges, des bacs verts, du 5S, du TPS, des process partout. Et en fait, alors, je dis pas qu'il y a rien sur le TPS, il y a quand même un Quickly Understand the TPS, un petit corner à la fin où il montre, notamment à travers des vidéos, voilà, les différentes, le juste à temps, la qualité, tous les piliers du TPS qu'on connaît aujourd'hui. Mais franchement, c'est pas ça qui est. En tout cas, on comprend que dans leur esprit et dans la manière dont ils racontent les histoires, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les machines, les produits, les moyens de l'amélioration continue, mais appliquée vraiment à chaque détail du produit et non pas du process, mais on va en reparler. Voilà pour les insights du musée. Donc c'était le premier jour à l'arrivée à Nagoya. Donc déjà, ça nous met dans le bain. Et puis ça va... tout le reste de la semaine, c'était un peu sur ce même thème. C'était ce qui était fascinant, une fois qu'on avait fait la visite, fait le Gemba, on va en parler des Gemba, c'était wow, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et c'est un peu ce qui a rythmé avec Julie et puis toute l'équipe nos journées là-bas au Japon. On partait en bus le matin en se disant ok, on est plein de bonnes. Voilà, je pense que je vais voir ça. Bon, ok, je vais revoir. Moi, au bout du deuxième jour, je me disais bon, je vais revoir une usine. Ok, maintenant que j'en ai vu une hier, c'est bon, elles sont toutes pareilles. Et en fait, ce qui était fascinant, c'était d'avoir le avant-après, où dans le bus retour, on comprenait qu'en fait, on n'avait pas du tout vu ce à quoi on s'attendait à voir, ou en tout cas, le Gemba s'était pas vraiment déroulé de la manière dont on s'attendait. Pour revenir rapidement sur l'équipe, il y en a quelques-uns parmi vous dans la salle, donc ceux qui veulent avoir des insights en plus pendant la pause café, on aura l'occasion d'en discuter. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'on était un groupe très varié, dans le sens où on était une vingtaine. On avait avec nous une dizaine de coachs et de sensei Lean de l'Institut Lead France, notamment beaucoup d'entre vous qui étaient déjà allés plusieurs fois au Japon avant le Covid.
et on était une dizaine de dirigeants, patrons d'entreprises françaises, dans des secteurs très variés. On était deux, trois de la tech, mais pas beaucoup plus. Et sinon, il y en avait dans le groupe qui construisaient des machines, des produits, des biens consommables. Donc c'était vraiment hyper riche de pouvoir partager, notamment pour moi qui en effet vient du monde de la tech et donc a du mal de temps en temps à concevoir comment ça se passe dans les usines, de pouvoir échanger en fait et se rendre compte qu'on voyait la même chose et qu'on se posait les mêmes questions, alors que pourtant on avait des métiers super différents. Euh, on a fait 6 gambas en 5 jours. On a fait des gambas dans plusieurs entreprises différentes qui sont toutes des sous-traitants tier 2, tier 3 de Toyota. C'est-à-dire c'est des fournisseurs de Toyota ou des fournisseurs de Toyota. Tout ça dans Toyota City, donc c'est quand même un tissu industriel qui est très très intégré. Pour beaucoup d'entreprises qu'on a visitées, Toyota c'est quasiment leur seul client, ou en tout cas leur principal client, donc ça donne un peu le décor. On a eu aussi la chance pendant la semaine d'avoir parmi nous deux sensei, donc Sensei Yoshino et Sensei Amezawa, qui sont chacun des sensei qui ont vécu quasiment toute leur carrière chez Toyota, et qui avait cette particularité d'avoir été chez Toyota au Japon, mais aussi aux États-Unis. Et c'était super enrichissant de pouvoir échanger avec eux parce que nous, à chaque fois qu'on se disait ok, mais ça s'applique au Japon, on ne pourra jamais faire ça dans les pays occidentaux, les sensei étaient là pour nous rappeler que quand ils étaient que c'était du bullshit, comme ils disaient, c'était leur mot préféré, et que même dans les usines aux États-Unis, ils arrivaient à mettre en place les mêmes philosophies. Donc voilà un peu pour planter le décor. Ce qui était, les entreprises, c'était tout différent. Ce qui était assez drôle, c'était la journée se déroulait un peu à chaque fois, enfin le Gemba en tout cas chez eux se déroulait un peu pareil. On avait pendant 1 heure une jolie présentation de la boîte, c'était quoi les enjeux, les challenges dont ils font face. Donc c'était un peu ce que le patron, ce que le dirigeant veut nous renvoyer, ce qu'il veut nous raconter, ce qu'il aimerait bien, ce à quoi il aimerait bien que son entreprise ressemble. Et puis ensuite on allait sur le Gemba où ça nous permettait aussi de voir l'écart entre l'histoire qu'il se racontait lui, et puis de temps en temps, ce dont il se rendait compte avec nous sur le Gemba. Je vais tout de suite vous emmener en fait dans le concret pour partager aujourd'hui les 3 misconceptions, les 3 idées fausses sur lesquelles j'ai changé d'avis grâce aux différents gammas qu'on a pu faire. À chaque fois, j'ai essayé de vous faire le parallèle entre ce que je pensais avant, ce que j'essayais de faire moi chez BAM avant en tant que manager chez BAM, et puis ce qu'on a vu là-bas, les discussions qu'on a pu avoir et ce que ça m'a donné envie de tester, ce que ça m'a envie de donner, de voir un peu différemment. Ces trois misconceptions, il y en a une autour de l'engagement des gens sur le terrain, comprendre en fait comment on fait pour engager les gens sur le Gemba quand on est une usine avec beaucoup d'opérateurs, quand on est une boîte dans la tech avec 130 personnes, et quels sont les tips qu'on a eu au Japon. La deuxième misconception, c'est sur le rôle du management, le rôle du dirigeant. On en a un peu entendu parler déjà au début de la présentation, avec notamment les insights de Freddy, mais c'est assez fascinant de continuer à voir ça. Et enfin, la troisième misconception sur le Kaizen. Ce qui m'a rassurée quand même, et ce qui va rassurer ceux parmi vous qui ne sont pas coach lean, mais qui essayent, comme moi, de faire du lean dans leur boîte, c'est que dans le voyage, je l'ai dit, on était une vingtaine, dont une dizaine de coachs lean, et eux aussi, ils ont changé d'avis sur des choses. Donc ça, c'était assez rassurant pour moi de me dire qu'il y a des en fait, le lean, ça
ça s'apprend au fur et à mesure. Et en fait, à chaque voyage, à chaque Gemba, on se rend compte d'un truc un peu différent de ce qu'on pensait. On se dit, ça donne envie d'essayer différemment. Et ça, c'est pas que pour nous qui essayons de faire du lean dans les entreprises, mais c'est aussi pour les coachs et les sensei qui continuent à aller sur le Gemba tout régulièrement et à voir concrètement comment les choses se passent par rapport à comment est-ce qu'elles auraient dû se passer. Euh, sur ah oui, sur donc la première misconception, réussir à engager les gens sur le Gemba. Euh, Ça, c'est un petit exemple de ce qu'on fait nous chez BAM pour essayer de transmettre la vision et la culture de l'entreprise. Quand on est 130, bah, on a quelques éléments à notre disposition. Alors, un peu comme Woody, on a en plus des problèmes qui viennent s'accumuler du fait du travail en distanciel qui s'est accéléré depuis le Covid. Mais bon, on essaye quand même d'avoir un management visuel, une OBIA de la boîte où on partage les objectifs clés à 10 ans, à 3 ans, les chantiers stratégiques sur lesquels on est en train de bosser en ce moment, les indicateurs, les standards qu'on se fixe au quotidien, mois après mois. On fait aussi beaucoup de communication en plein air. Alors on a on a des petits rituels chez BAM qui sont assez sympas. Le lundi matin, on commence par l'Asakai. Je ne sais même pas si ça vient de Toyota, mais en tout cas, c'est un petit daily stand-up, un peu comme à l'échelle d'une équipe, sauf que c'est tous ensemble, les 130, pendant un quart d'heure tous les lundis matins, où on partage les 4 infos clés, et c'est toujours un peu les mêmes infos de la semaine d'avant. Donc, par exemple, le nombre de personnes qui ont accepté de rejoindre l'entreprise sur la semaine d'avant, le nombre de recrutements, le nombre de clients qui ont accepté des nouveaux contrats avec nous, et puis les quelques actions marketing, les conférences qu'on a données, et ainsi de suite. Et puis on a des communications plénières 2 fois par an, beaucoup plus larges, avec des keynotes où on partage les objectifs annuels, à quel point on les a atteints, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc on essaye d'engager tout le monde là-dessus. Et puis on a évidemment des moments un peu plus en comité restreint, des Gemba, à travers les Gemba, les dojos, où c'est l'occasion pour nous en tant que dirigeants de donner des détails un peu sur pourquoi on essaie de faire ça, de raconter, de partager. Bah, j'ai pas du tout vu au Japon que ça c'était pas bien de le faire, je vous rassure. Je suis pas revenue en arrêtant tout ça. Mais ce qui est assez, ce que j'ai découvert au Japon, enfin ce que j'ai redécouvert au Japon, c'est notamment le Hoshinkanri. Euh, la personne qu'on voit sur la photo, c'est le Sensei Yoshino, qui est celui qui a introduit le Hoshinkanri chez Toyota et qui nous a fait tout un talk à Nagoya pour nous raconter pourquoi il l'avait introduit, qu'est-ce que ça lui avait permis. Et en fait, il le présente vraiment comme un outil qui permet d'encourager la réflexion de chacun à comment est-ce que je contribue aux objectifs de l'entreprise et de permettre aussi à chacun de savoir comment est-ce qu'il va contribuer concrètement, de le faire réfléchir et de le transformer en acteur. Et en fait, la différence qu'on voit entre nous, ce qu'on essaye de faire, et le Hoshinkanri, c'est vraiment cette transposition. Moi, j'essaye de pousser des informations aux gens via le management visuel, via la communication en plein air. Je leur donne des infos, puis après, quand il y en a un qui ne comprend pas, qui vient de voir. En fait, ce qu'on voit, c'est que la grande différence et ce qu'essaye de nous transmettre le Lean, c'est que c'est en transformant les gens en acteurs de la réflexion, en donnant des moments et des outils aux gens pour se poser la question, ok, ça veut dire quoi, comment est-ce que je contribue, comment est-ce que mon équipe contribue, et c'est ça qui est la clé pour embarquer les gens dans la vision, et puis pour du coup créer un lien, on en parlait au début, mais créer le lien vraiment hyper fort entre le management et les gens sur le Gemba. Donc le Hoshinkanri, 3 points clés, ça permet vraiment de aligner tout le monde sur le focus, les 2 ou 3 focus, sur les 2 ou 3 challenges clés sur lesquels on veut se focus. Ça permet d'être capable de mobiliser l'ensemble des ressources et des énergies sur ces challenges pour communiquer dessus et de comprendre la manière dont les activités sont réalisées pour atteindre le résultat.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de se poser d'apprendre dans le processus pour atteindre le résultat, pas de regarder que le résultat, est-ce que j'ai réussi ou pas. Donc le Oshinkanri, vous allez me dire, ok, mais bon, d'aller au Japon en 2023, c'est pas une découverte qui date d'hier. Le sensei Yoshino essaye de le transmettre depuis longtemps. Alors en fait, ce qu'on a vu au Japon sur le Gemba, c'était donc ça, c'est la version du sensei Yoshino. C'était la version pour les millénials. Donc je peux vous dire que la version comme ça, alors elle est sympa, mais pour arriver à transmettre le tableau détaillé à chacun de mes développeurs, je me suis un peu demandé, bon, comment est-ce que je vais y arriver. euh, la version pour les millénials, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est une version qu'on a vue chez Isuzu. Donc ça permet de poser en fait les différents prismes de vue d'aujourd'hui d'un collaborateur en disant en fait moi j'aimerais bien faire ça, mais en revanche aujourd'hui au vu des conditions de travail que j'ai et de mes compétences, bah je suis capable que de faire ça. Et en plus mon chef il me demande de faire ça et de créer de la discussion autour de bah, c'est quoi les points communs, c'est quoi les points qui sont hyper loin et comment est-ce qu'on arrive à te développer toi là où tu veux aller, mais en gardant en tête les objectifs stratégiques de la boîte. On a essayé de le faire un peu chez BAM, on pourra en reparler euh, après pendant les questions. La deuxième misconception, c'est sur le rôle du management. Euh, bon, le piège classique, je vous apprends rien, et ce qui m'a rassuré, c'est qu'on l'a vu aussi au Japon, c'est de manager nos collaborateurs sur les process. Woody l'a un peu mentionné quand il disait, en fait, quand on commence à analyser les défauts, ça donne envie de rajouter des étapes de tests, d'inspection. En fait, le risque du manager, c'est qu'il vient, il regarde une résolution de problème, et puis du coup, il va dire ah mais il n'y a pas les 5 pourquoi, donc tu retournes, tu fais les 5 pourquoi, ah mais il n'y a pas si, ah mais t'as oublié le résultat attendu, et puis de se concentrer que sur le process et de manager les gens là-dessus. En fait, ce qu'on a découvert au Japon, surtout à travers la manière dont les patrons de boîte nous déroulaient les gemba, c'était que ce sur quoi ils sont vraiment capables d'investir beaucoup, 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 c'est le fait de s'intéresser aux conditions. C'est-à-dire que euh, l'objectif des gens qu'on a rencontrés, on sent que c'était pas toujours de s'intéresser au process, mais surtout de s'intéresser aux conditions de travail des opérateurs sur le Gemba, d'anticiper les changements, de réfléchir à comment on va implémenter des choses qui va permettre aux gens de stabiliser ces changements. Et du coup, ça se voyait dans ce qu'ils nous montraient, parce qu'au lieu de nous montrer, comme je m'y attendais, du management visuel, des jolis RDP, en fait, ils nous montraient des choses très très concrètes. Le SMED, qui est les changements de moules dans les machines, où en fait, ils investissent beaucoup à essayer de réduire ce temps pour que les conditions des opérateurs soient encore meilleures. Le 5S adapté sur le poste de travail de l'opérateur. Et c'était ça qu'ils cherchaient à nous montrer. Et d'ailleurs, on a eu une anecdote assez drôle avec Julie où un moment dans la visite, on a vu un joli tableau avec des... Bon, alors nous, on comprenait rien, c'était que du japonais, mais avec des papiers, enfin des feuilles qui avaient l'air de ressembler à des résolutions de problèmes. Et puis nous, du coup, on a essayé de s'y intéresser en se disant « Ah, ça a l'air intéressant ». On a parlé au sensei Amezawa qui était avec nous, et il nous regarde, il a regardé la feuille 2 secondes, et il dit « Non, non, bullshit, c'est de la RDP joliment formalisée, mais en revanche, le contenu... c'est vraiment ça, la bureaucratie enfin, c'est la dérive du lean bureaucratique, c'est pas le mot qu'il a employé, mais quasi. Et ce qui est intéressant, c'est pas ça. On n'est pas venu pour voir les jolis RDP. La dernière misconception que je voulais vous partager, c'était sur le Kaizen. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire chez BAM, c'est des Kaizen au niveau des projets. C'est-à-dire que là, on voit une équipe projet qui se rassemble une fois tous les trimestres et qui se dit tiens, on va faire une journée dédiée au Kaizen pour identifier ensemble les potentiels d'amélioration, tester ensemble dans la journée des améliorations et puis faire du blue work en équipe. Donc nous, on construit des applications mobiles, on voit qu'ils ont
mis au tableau toutes les étapes de l'application mobile en essayant de se demander comment est-ce que chaque étape pourrait être améliorée. Encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise idée. J'ai pas vu au Japon des choses qui disaient vous faites n'importe quoi. Mais là où j'ai changé d'avis et où j'ai l'impression que pas mal d'entre nous ont changé d'avis, c'est que en fait le Kaizen, c'est quand même avant tout, euh, ça vient de l'ingénierie. Enfin, je veux dire, l'amélioration, elle est pensée par l'opérateur, donc les gens sur le projet pour nous. En revanche, pour la réaliser, pour la mettre en place, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'une... Alors, ce qu'on a vu chez Kuno Metal, c'était une Kaizen Room, où en fait, on voyait des pièces qu'ils avaient, des machines sur lesquelles ils étaient en train de travailler, et ils nous ont expliqué qu'en fait, c'était les opérateurs qui signalaient, bah là, ça marche pas, c'est très embêtant, ça m'empêche de faire bien mon travail, et des ingénieurs qui bossaient sur comment je rends le travail de l'opérateur plus facile en faisant du Kaizen, en stabilisant cette pièce, qui vient ensuite la mettre en place sur le poste de travail de l'opérateur. Donc moi, la misconception que j'avais, c'était que le Kaizen, c'était vraiment sur le poste de travail de la personne. En fait, le Kaizen, c'est moins dans l'usine que dans l'ingénierie, dans le savoir-faire de la machine, et que c'est grâce aux inputs vraiment aux problèmes que remonte l'opérateur avec les améliorations qu'il propose qu'ensuite on peut faire du Kaizen. Euh, ce qui permet de voir aujourd'hui le Kaizen plutôt, et dans le monde actuel, je pense que c'est super intéressant. Donc ça nous a vraiment envie de donner des idées pour changer la manière dont on le faisait. C'est vraiment le Kaizen comme un stabilisateur du changement. Le changement, malheureusement, on est soumis. Alors, on peut réussir à l'anticiper mieux. On l'a vu dans le rôle du manager grâce au Enkaten, c'est-à-dire que j'arrive à anticiper c'est quoi les changements de personnes, de matières qui vont m'arriver, les changements, les conditions de marché. J'essaie de l'anticiper. Et en fait, le Kaizen, ça vient faire le fine-tuning de OK, ça a changé. On a changé, alors nous, on a changé de CRM. Et ben en fait, on ne fait pas du Kaizen pour réfléchir à quel CRM on va pouvoir prendre, parce qu'en fait, ça, il y a des standards de marché. On prend on prend la décision de changer le CRM. En revanche, le Kaizen, on va venir le faire après, entre l'ingénieur qui a introduit le changement et l'opérateur qui se retrouve à utiliser ce nouvel outil tous les jours pour stabiliser ce changement, pour le rendre adapté au travail de l'opérateur tous les jours. Voilà, c'était le dernier changement, la dernière misconception que je voulais vous partager. Donc j'espère que vous avez des questions.